Dans le podcast AWS en français, aujourd'hui, on parle de contrôle de code source, de versionning, de stratégie de branche. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, tous les vendredis, avec un invité ou plusieurs invités, comme c'est le cas aujourd'hui. On parle de technologie pour les builders, les gens qui ont les mains sur le clavier, qui écrivent du code, qui conçoivent des systèmes, qui gèrent des systèmes, en général sur AWS, mais pas que. On a déjà fait des épisodes qui parlent de techno en général, et c'est le cas aujourd'hui puisqu'on va parler de Git essentiellement, mais plus généralement des outils de contrôle de source, quelque chose que nous utilisons tous, qu'on soit développeurs ou opérateurs système. D'ailleurs, les DevOps, les systèmes admin maintenant versionnent les fichiers de configuration aussi. Donc, comment on en est arrivé là et pourquoi, c'est le sujet de ce podcast. Abonnez-vous dans les bonnes applications de podcast, Apple, Google, Deezer, Spotify, Amazon Music évidemment et toutes les autres, comme ça vous recevez la notification automatiquement tous les vendredis matins. Aujourd'hui, j'ai non pas un, mais deux invités. Manuel Vasselet, qui est CTO et cofondateur de Enaline, une société qui fait un produit qui s'appelle Tulip. Et puis quelqu'un que vous avez déjà eu dans le podcast AWS en français, je crois que c'est la deuxième fois, hein, Olivier Jacques, qui est Solution Architect chez AWS France. Messieurs, merci d'être là. Manuel, dis-moi, Tulip, c'est quoi ? Eh ben, bonjour Sébastien, bonjour Olivier. Tulip, c'est un logiciel de gestion de projet à destination principalement des industriels qui font du logiciel et du matériel. On fournit des outils qui leur permettent de gérer leurs projets et notamment les contraintes de développement dans un monde numérique, un monde qui change, mais un monde qui doit quand même être normé, réglementé et qui doit suivre des contraintes normatives, mais agiles, et donc on fournit tout ça, voilà. C'est un peu antinomique, normative et agile. Et oui. Donc gestion de projet, c'est quoi ? C'est la gestion de tâches, de planning, de planification, mais de code source aussi. C'est voilà, comme ça qu'on va en venir à Git. On a une dimension à la fois technique, c'est pour ça qu'on parle de gestion de projet pour des gens qui font du logiciel chez des industriels. Donc il y a une dimension gestion du code source, avec la particularité que, bon, on en parlera peut-être un petit peu après, on ne fait pas que du Git, on fait aussi du Subversion, parce que c'est encore un outil qu'on rencontre énormément dans le monde industriel pour tout un tas de raisons. Et ça, c'est sur la partie plutôt les mains dans le cambouis des gens qui font du logiciel, et on a surtout le cœur de l'application, c'est les éléments de traçabilité et de connexion pour s'assurer que de bout en bout, on sait ce qui est fait et on fait ce qui est dit et on est capable de le prouver à un auditeur. Et c'est une application en mode SaaS ou c'est quelque chose que vos clients download et installent on-prem ou sur leur infra cloud ? On a les deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois une offre SaaS et une offre on-prem, puisque notamment dans les secteurs stratégiques industriels, le on-prem a encore de beaux jours devant lui, parce que pour tout un tas de raisons de souveraineté, d'indépendance, de sécurité, le on-prem est encore bien présent. On n'est que tout début des migrations vers le cloud, et le cloud a encore de beaux jours devant lui également. Alors, au cœur de votre produit, tu l'as dit, il y a la gestion de source, donc c'est quelque chose que tu connais bien. Aujourd'hui, quand on parle gestion de source, presque tout le monde pose la question, enfin, ou répond avec la question en disant c'est Git, voilà, Git s'est imposé comme le système. Comment on en est arrivé là ? Il y avait quoi avant ? Peut-être en une phrase, c'est quoi un outil de gestion de contrôle de source ? J'espère que tous ceux qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, vous savez ce que c'est, mais au cas où, c'est quoi et comment on en est arrivé à cette ubiquité de Git ? Si je devais résumer ce que c'est qu'un outil de gestion de source, c'est quelque chose qui nous évite de faire un cp monprojet.hold pour garder une trace de ce qui s'est fait. Donc ça, c'est un des éléments centraux, de pouvoir garder l'historique des changements qui ont été faits sur un projet. Le deuxième pilier, c'est la collaboration, parce qu'on fait plus du logiciel tout seul, on en a rarement fait du logiciel tout seul, et quand on doit échanger du code source avec des tiers, il y a des solutions qui sont plus efficaces que de s'envoyer un tarball du projet .v1 par mail. Même il y a 30 ans, il y avait des choses déjà plus efficaces que ça. Ou de tous coéditer les mêmes fichiers dans un répertoire partagé, ce qui
qui sont des choses que certains d'entre nous ont vues à la belle époque. Heureusement, ça a quasiment disparu partout. Mais, avec les risques d'écraser le travail de quelqu'un d'autre. Voilà. Enfin, maintenant, on doit s'arracher les cheveux avec des conflits, mais au moins, on sait ce qui a été changé. Exactement. À l'époque, on écrasait. J'en parlais en préparant ce podcast. Moi, mon premier stage en société, c'était il y a 30 ans, c'était sur Decalpha. Il y avait déjà un système dont je ne me souviens plus, mais qui permettait de versionner le code source. Ma première expérience professionnelle, début des années 90, c'était Microsoft Visual Source. C'était quoi la vôtre, Olivier? Tu t'en souviens? La mienne, j'ai commencé avec CVS. Ouais. Et après, j'ai passé aussi par du Subversion, et puis des outils comme ClearCase. IBM. Et puis, donc il y avait un outil qui s'appelait Télélogique Synergy, qui a été aussi racheté par IBM. Et avec des grandes cérémonies pour le vendredi, pour intégrer les changements de tous les développeurs, avec un release manager, un gestionnaire de la release qui récupérait tous les changements et qui essayait de s'assurer que tout compilait encore. Dans une équipe que j'avais construite fin des années 90, c'était un des développeurs qui était release manager, et celui qui cassait le build devenait le prochain release manager jusqu'à ce que quelqu'un d'autre casse le build. Ça motivait les gens à tester leur build. Manuel, à ton avis, pourquoi on en est arrivé à Git? Ça vient d'où et pourquoi il s'est imposé? Alors Git, ça vient d'où? Ça vient d'un monsieur qui s'appelle Linus Torvald, qui a fait entre autres des petits projets qui ont un petit peu influencé l'informatique moderne. Et ça vient d'où? Ça vient du problème d'un bête problème de licence avec BitKeeper, qui était l'ancien outil de gestion de source utilisé par le kernel Linux, qui était déjà libre et GPL à l'époque, mais qui utilisait un outil de gestion de source qui ne l'était pas, principalement parce qu'il n'y avait aucun outil qui permettait de répondre à l'époque autre que BitKeeper sur la problématique de développement massivement parallèle et massivement distribué. Et il y a eu un changement dans les conditions d'utilisation du dit outil, et comme ça arrive souvent quand on a des gens très très forts qu'on embête très très fort, et ils ont une réaction très très forte aussi. Et globalement, alors je me rappelle plus les grands détails, mais la première version fonctionnelle de Git a été pondue en moins d'une semaine avec tous les concepts de base, et était déjà suffisamment stable pour permettre la migration. Et la migration a été assez rapide pour le kernel Linux. Et c'est arrivé à un moment où il y avait plein de questions sur des modes distribués, des modes moins centralisés de la gestion des sources. Notamment au milieu des années 2000, il y avait encore une forte présence d'outils comme ClearCase qui étaient extrêmement centralisés, donc avec les expériences que vous avez pu mentionner sur une grosse dépendance à l'administrateur. À l'époque de ClearCase, créer une branche, ça demandait une permission spéciale, et tout le monde n'avait pas le droit de créer des branches. Bon, bref, l'apparition de Git, en même temps, il y a eu plein d'autres projets. Il y avait des projets qui prédataient un peu aussi, comme Darks, comme Mercurial. Oui, chez Sun Microsystems, on utilisait beaucoup Mercurial, je me souviens, pour le code source de Solaris et même de Java à une certaine époque. Ouais. Et donc ça répondait à un besoin, une attente d'une gestion plus horizontale des choses et moins centralisée. C'est ça le driver, c'est échapper à la centralisation, c'est cette promesse de chaque développeur a une copie totale du repo et puis on s'échange des petits changements. Je pense qu'il y a une double promesse, c'est que tendanciellement les outils de gestion de version ont progressivement quasiment tous muté vers un modèle open source, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part de l'historique, à part vivre sur l'historique, le système de gestion de version propriétaire disparaît. Donc probablement pour une question de pérennité aussi, le fait de ne pas avoir à dépendre de la présence d'une entreprise pour la pérennité de la gestion de version, puisque les softwares dépassent de très longtemps la durée de vie des entreprises qui fournissent le software. Et payer aussi, ClearCase. Et payer aussi, oui. Il y a aussi la dimension économique. Comme on construit beaucoup en réaction, beaucoup de centralisation crée une
une très forte envie de décentralisation. Je pense que ça a aussi beaucoup aidé sur l'apparition de ce type de modèle. Plus le fait que il y a un gros driver qui est le kernel Linux. Ensuite derrière il y a eu tout ce qui a été construit autour du kernel Linux, notamment le projet Android. Enfin il y a des projets massifs. Des projets massifs qui sont passés et les développeurs ont pris leur bâton de pèlerin, ont amené Git dans d'autres projets, dans d'autres entreprises. La décentralisation est Git, puis évidemment GitHub qui a démocratisé, facile d'accès. Voilà, qui a popularisé le système de gestion de version décentralisée, centralisée. Alors avant d'aller sur les stratégies de branche qui étaient le cœur, l'idée initiale en tout cas de l'enregistrement de ce podcast, c'était, tu as mentionné un truc dans l'intro, tu as dit en monde industriel il y a encore beaucoup de subversion. Pourquoi, comment, enfin c'est quoi les limites de Git? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit pas Git aujourd'hui? La première raison, c'est que on est sur une historique qui utilise autre chose et qu'on n'a pas forcément les plans pour migrer. Ça, c'est la raison principale, on va pas se le cacher. La deuxième raison, c'est la gestion des gros fichiers, qui reste quand même un des points faibles de Git, même s'il y a des solutions qui existent comme GitLFS. Ça reste moins pratique d'utiliser GitLFS avec des gros fichiers par rapport à de l'utilisation de subversion. Quand on est dans un monde industriel où on doit gérer des fichiers qui sont vraiment gros, de plusieurs gigaoctets, voire des téraoctets, par exemple des trames de vidéo 8K qui servent à faire de la validation de capteurs ou de choses, dans un dépôt Git, ça pique un peu, quoi, parce que Git n'a pas du tout été conçu pour ça. Git, ça a été vraiment conçu pour gérer le cas du kernel Linux, donc plein de petits fichiers. Beaucoup de petits fichiers. Voilà, et comment se les échanger facilement, et notamment un truc que quasiment personne n'utilise, par mail. Ça, c'était quand même un point qu'il faut pas oublier. C'est un des éléments piliers de Git. Quand on n'est pas dans ce cas-là, et qu'on est dans un cas complètement inverse, Git, on commence à toucher les limites, plus le fait que, même si ça s'est considérablement amélioré, et que c'est devenu plus ubiquitous, donc un peu plus facile d'accès, le fonctionnement de Git, le concept de dépôt local, dépôt distant, les commandes il y a des GUI, il y a plein de choses, mais quand on n'est pas dans un monde de software, quand on est dans un monde industriel, c'est plein de petites barrières qui se rajoutent, qui sont plus compliquées que juste je check out, je modifie, je commit, voire je peux check outer juste mon répertoire qui contient mon truc et je commit. Ça, c'est un truc qui est pas possible avec Git. Donc voilà. Ça, c'est la raison pour laquelle dans l'industrie, c'est une des raisons principales du fait que Subversion est encore bien présent dans des mondes non purement logiciels. On n'a pas mentionné Subversion dans l'historique des outils qu'on a utilisés, mais tu as mentionné Olivier CVS, et Subversion c'était le successeur de CVS, qui essayait de résoudre toute une série de problèmes de CVS, si je me souviens bien. Je ne sais plus quel problème d'ailleurs, mais c'était il y a tellement longtemps. Quand j'ai appris Git, on me l'a vendu, et c'était comme ça que c'était présenté à l'époque, comme étant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, chacun a une copie de son repo, il n'y a plus de lock, etc. Et puis finalement, ce qu'on voit maintenant, il y a quand même un repo central qui est sur GitLab, qui est sur GitHub. Cette idée de distribution du travail, c'est pas une des raisons principales pour lesquelles on choisit Git, c'est correct ? Je pense pas aujourd'hui. Alors la principale raison, t'as oublié un grand acteur tout à l'heure quand t'as cité GitLab, GitHub, t'as oublié qu'on pouvait aussi mettre ses dépôts sur Tulip. Bien sûr, excuse-moi. Non, une des raisons principales pour laquelle on choisit Git aujourd'hui, c'est parce qu'on ne choisit pas Git. Git vient parce que c'est la façon de fonctionner de l'équipe, c'est l'outil que tout le monde connaît, et que il n'y a pas de formation globalement, étant donné que tout le monde connaît, donc c'est un non-choix. Je parlerai plutôt de non-choix de Git. Voilà. Il y a personne qui remet en cause le fait d'utiliser Git.
aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis il n'y a pas de formation. J'ai travaillé avec un étudiant en première année de master. Il y a une vraie courbe d'apprentissage. On l'apprend pour acquis avec les professionnels de l'informatique que nous sommes, mais pour les juniors qui arrivent sur le marché, ils doivent passer du temps à apprendre Git, et c'est pas l'école qui va leur apprendre Git. Alors de plus en plus, en tout cas nous, je sais dans l'entreprise, on est assez présent aussi. On participe à des cours et on donne des cours. Donc on donne des cours sur ce genre de choses dans les différentes universités. Et autant c'était vrai il y a 10 ans, personne, ou même il y a 20 ans, quand moi je sortais de l'école, personne ne savait utiliser un gestionnaire de version, faire de l'intégration ou quoi que ce soit, c'était pas du tout enseigné. Il y a 10 ans, c'était un peu moins le cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare de tomber sur un étudiant qui n'a jamais été confronté à un dépôt GitHub. Alors après, ils savent pas forcément l'utiliser. Il y a 10 ans, on trouvait encore facilement des groupes d'étudiants qui, quand ils devaient faire des projets, s'échangeaient du code via Facebook, parce qu'il y a 10 ans, les étudiants utilisaient encore Facebook, ou Google Drive. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Ils utilisent quasiment tous du GitHub dans ces cas-là. Encore une fois, pas forcément très bien, mais ils ont au moins été familiarisés et ils sont généralement pas comme... Ils savent au moins check-outer. Checkout, commit, c'est la base. Après, il faut apprendre les stratégies. Et les stratégies, ça implique, et c'est une superbe transition, ça implique l'utilisation des branches, qui était un truc un peu mystérieux quand j'ai découvert Git, parce que avant, dans SourceSafe, etc., ça existait, mais personne ne l'utilisait. Et t'as expliqué pourquoi, Manuel, pardon. C'est quoi une branche dans Git? Moi, on m'avait expliqué, c'est pour revenir en arrière, faire un changement dans le passé, et quand on fait un changement dans le passé, on est tous fans de science-fiction, on crée un univers parallèle, et donc une branche c'est un univers parallèle. Et puis au plus je travaille avec des branches, au plus je me rends compte que cette définition est très simpliste et même un peu erronée. Une branche, alors la question est intéressante. Qu'est-ce que c'est une branche pour Git? Une branche pour Git, c'est juste un label sur un commit. Pas plus que ça, c'est d'ailleurs une des grandes forces de l'outil, et c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'il y a eu une explosion de l'utilisation des branches. C'est qu'avant, la branche, c'était un concept qui était complexe, il l'est toujours, mais à l'époque de CVS, même de Subversion, de ClearCase, etc., la branche était non seulement un concept complexe, mais en plus coûteux. Faire une branche dans CVS Subversion, en Subversion, c'était pas forcément coûteux, mais dans CVS ça l'était, dans tout un tas d'outils ça l'était, dans Git ça ne coûte rien, la branche ne coûte rien. Et ça a été un gros changement. Et c'est d'ailleurs un élément important, parce que dans le concept de fonctionnement du kernel Linux, la branche est ultra importante, parce qu'il y a plein de branches du kernel Linux, et c'est avoir une gestion efficiente des branches, c'était un cas critique, presque autant que le fait de pouvoir massivement distribuer et de pouvoir échanger les trucs par mail. Là où la branche devient un élément central, c'est que à partir du moment où la branche a été rendue facile, il y a eu une explosion de l'utilisation des branches. Mais on a oublié que la branche restait quand même un concept complexe au départ. Et donc ma question ne devrait pas être c'est quoi une branche, mais comment les organisations utilisent des branches, comment des équipes de développeurs utilisent les branches. Alors il y a plusieurs patterns, on va dire que le plus connu c'est le fameux Gitflow, je pense que c'est un peu le... En 2 mots. Gitflow, c'est peut-être que Olivier, tu le connais mieux que moi au final. Je pense que tu seras plus pertinent sur le sujet. On le voit. T'as raison, c'est vraiment un pattern qu'on voit beaucoup. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 5 patterns qu'on voit chez nos clients. Donc Gitflow, tu as raison, c'est peut-être le plus populaire, c'est celui qu'on voit par défaut. C'est certainement, je pense, celui qui doit être enseigné à l'université, parce qu'on le voit vraiment beaucoup. Donc, en 2 mots, Gitflow, donc il y a une branche main, mais qui est finalement assez peu utilisée. La branche la plus utilisée, c'est la branche develop. Et on va développer, enfin en tout cas tout ce qui se fait, toutes les dernières fonctionnalités vont se retrouver sur develop, et depuis la branche develop, on va rajouter des branches de features. Donc par exemple, je veux rajouter un bouton rouge, et on va prendre cette branche develop parce qu'elle est connue comme étant la dernière, en tout cas avoir les derniers changements, et on va créer une feature branch et puis itérer là-dessus. Au-dessus de ça, dans Gitflow, il y a aussi les branches de release. Donc effectivement, on voit que
il y a énormément de types de branches avec Gitflow, et donc tout ça il faut le gérer, et souvent ça se finit avec une personne qui est en charge de la gestion de toutes ces branches là, et de discuter avec les développeurs pour que ça soit bien fait. Je ne veux pas faire un podcast trop long, mais comment on choisit les commits qu'on va merger entre la branche develop et la branche release? C'est du cherry pick, on va chercher ce commit-là, ce commit-là, ce commit-là? Eh ben, c'est exactement toute la complexité de la chose. Et c'est là que ça devient hyper intéressant. Donc ouais, on va faire du cherry pick, mais souvent c'est assez, on va ou merger ou rebase, enfin faire un rebase. Ça dépend de son choix. Entre les différentes branches. En vous écoutant parler tous les deux, il me vient une question qui est probablement naïve ou peut-être obvious pour vous. C'est que le choix de stratégie de branching dépend vraiment du choix de produit qu'on fait. Est-ce qu'on fait un produit qui est réalisé sur un CD, mais voilà, on a une version 1 que les gens peuvent télécharger, qu'on met sur l'App Store par exemple, une application iOS, on a une version 1, puis 1.1, puis 1.2, versus une application web où il n'y a pas vraiment de version, mais qui a des changements incrémentaux. C'est deux stratégies différentes qui se retrouvent dans l'outil de gestion de contrôle de source. Alors, je pense que donc on va parler des autres stratégies, mais c'est vrai que à chaque stratégie de branche, tu peux associer une utilisation type, un produit, un type de produit. Donc si c'est un produit SaaS, si c'est un produit que tu envoies à un client, et puis tu as une version pour le client A, une version pour le client B, une version pour le client C, qui a demandé des choses spécifiques. En tout cas, Gitflow est expliqué comme une solution à ce problème-là. Donc quand on a un gros marteau comme Git, on essaie de résoudre le gros problème comme ça. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avant Gitflow, aujourd'hui Gitflow est l'alpha et l'oméga, ou ses dérivés comme le GitHub Flow. Pourquoi Gitflow est arrivé? Parce que Git, c'est quand même un outil qui est ultra complexe, notamment au moment où Gitflow est arrivé, donc on va dire début des années 2010. Avant ça, faut se rendre compte que notamment Git était complexe, mais il n'y avait pas de guide d'utilisation. Il y avait le cas d'usage du kernel Linux, qui à mon avis a fortement influencé aussi Gitflow, mais on ne savait pas vraiment comment gérer toutes ces branches, cette myriade de branches qui étaient désormais possibles et qui ne l'étaient plus, enfin qui n'étaient pas possibles avant et qui l'étaient désormais. Et ben les gens sont partis dans tous les sens et se sont rendus compte que faire plein de branches c'était souvent complexe, avec le fameux merge L avant la release, avec plein de choses qui arrivent en même temps. Et donc Gitflow est arrivé pour répondre à ça en disant arrêtez de faire n'importe quoi, suivez ça et ça va marcher. Et c'est vrai que par rapport à faire absolument n'importe quoi avec les branches, Gitflow résolvait un certain nombre de problèmes. Et quelles sont les autres stratégies alors? C'est une méthode, donc voilà. Donc ensuite, moi, les autres stratégies que je vois dans la nature, donc il y a celle que j'aime le moins, c'est des branches par environnement. Donc tu vas faire une branche pour le développement, une branche pour ton environnement de pré-production et une branche pour l'environnement de production. Et ben ça fait peur, parce que tu imagines toute la complexité de ce que ça veut dire et à quel point tu vas pouvoir dériver entre tes versions qui sont en dev, en pré-prod ou en prod. Mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et souvent, les juniors proposent ça par défaut. Ah ouais. Ouais, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui venait souvent comme ça. Donc, je recommande pas. Okay. Il y a d'autres façons de gérer. Next. Mais c'est bien de savoir que ça existe et que reconnaître l'anti-pattern. Ensuite, tu l'as mentionné, Manuel, il y a le GitHub Flow. Alors, ça vraiment, GitHub Flow, c'est quoi? C'est donc on a une branche main et puis on a aussi cet aspect fork, c'est-à-dire créer une copie du repo complètement sous un autre utilisateur, sous moi-même. En fait, c'était rendu populaire par GitHub pour les projets open source, donc avec des contributeurs externes à l'équipe, externes au projet, contributions rares, mais qu'on voulait garder, on va dire, assez loin, à bout de bras, comprendre ce qu'ils allaient faire pour qu'eux puissent faire une pull request, c'est-à-dire une demande de fusionner les changements qu'ils allaient proposer. Et ça, c'est pas spécifique à GitHub. On peut faire ça avec Tulip ou avec le concept de forker un repo, faire son changement dans sa branche à soi et puis faire un pull request. On retrouve ça. Alors, on retrouve ça maintenant, mais ça vient de GitHub en fait. C'est GitHub qui a poussé ce mode de fonctionnement. Typiquement, avant, si on reprend
la genèse, le kernel Linux. Le kernel Linux n'utilise pas GitHub et ne l'a pas utilisé non plus parce que évidemment il n'existait pas avant que Git s'invente. La façon de fonctionner, c'est qu'il y avait un dépôt qui était publié, les gens pouvaient le cloner en local, faisaient les modifications, et de toute façon, les flows d'intégration ne se passent que par la LKML, la Linux Kernel Mailing List, et on envoie des patchs. Faut pas oublier le fondamental. Hein, comme je disais tout à l'heure, Git c'est surtout pour envoyer des mails. Ouais. C'est le mode de fonctionnement nominal de Git à la genèse. Un patch, c'est un fichier diff, donc il montre les différences entre deux fichiers qu'on envoie par email, et puis le maintainer, donc c'était Linus ou les autres gens autour de lui, décidaient d'intégrer ce patch dans leur branche principale. C'est comme ça que exactement. Et donc la notion de fork, quelque part, elle est venue, la notion de fork institutionnalisée, elle a vraiment été popularisée par GitHub qui a poussé ce mode de fonctionnement, comme le disait Olivier, pour gérer le fait que dans des projets open source publics, il y a une équipe de mainteneurs et il y a des contributeurs externes et qu'on ne peut pas donner les clés de la machine à n'importe qui et qu'il y a du gating qui est obligatoire. C'est un moyen sûr de laisser des gens externes à une organisation pouvoir contribuer du code sans leur donner les credentials qui leur permettent de committer directement sur la branche principale. Tu en as cité 3, il en reste 2. On va terminer par celui qui nous intéresse, le trunk-based development. Donc le 4e, rapidement. Alors le 4e, c'est plus les feature branch. Donc là, c'est ce qu'on va observer quand on a vraiment une équipe qui travaille sur un produits et qui sont tous sur le même repo, et donc ils ont tous des accès de développeurs au repo. On va avoir une branche principale, une branche main, et puis on va travailler avec des feature branch, donc une branche à durée de vie courte. Donc on aime à dire une journée, c'est souvent pas évident, ça demande c'est pas une feature complète, alors c'est un sous-morceau d'une feature. Ça, on va en parler là avec le trunk base, je pense. mais ça demande mais bon, c'est l'idée. Donc une fonctionnalité, une branche assez courte avec c'est une série de commits pour itérer, faire une revue et puis donc fusionner ça. On merge après alors sur la branche principale. Exactement. Et puis on en arrive au trunk base. C'est Manuel. Alors le trunk based, qu'est-ce que c'est ? On n'a pas de branche. En fait, on considère que ce concept n'existe pas, même s'il est très facile à utiliser, même avec Git. Mais on considère que ceci n'existait pas, et la seule branche qui est utilisée, c'est la branche main, et tout le monde va aller committer directement dans la branche main. Ici, on parle bien des développeurs qui ont des credentials qui permettent de committer. On ne parle pas des aspects distribués de projets open source. Hein. Tous les développeurs d'une équipe ont le droit de committer dans la branche. Alors, les deux sont possibles. Typiquement, nous, Tulip, c'est un produit open source. On utilise du trunk-based development et ça ne pose aucun souci. Les deux sont des concepts qui sont orthogonaux. Tout dépend des outils qu'on utilise. Nous, pour faire ça, en fait, il y a besoin d'un outillage particulier. Alors, on n'a pas forcément besoin d'un outillage particulier pour faire du trunk-based development. Dans une équipe qui est colocalisée, ou une équipe qui est dans une entreprise avec que des senior developers, ou même des juniors, mais sur lequel il y a la confiance sur le fait que on va pas pousser n'importe quoi, on peut très bien avoir un dépôt Git simple, et tout le monde a le droit de pousser dedans. Ça marche très bien, pour la principale raison qu'on se fait confiance et que on sait qu'on va avoir des mécanismes de protection en cas de code invalide, quel que soit ce qu'on met derrière, qui va nous permettre de revenir en arrière. Par exemple, ce sont des tests qui sont déclenchés automatiquement à chaque commit ? Alors ça peut être de l'intégration continue au sens build, qui vont aller vérifier que avant de déployer, master main est toujours OK. Ça peut être des mécanismes de rollback, souvent c'est les deux, c'est-à-dire que même si les tests sont passés quand on a déployé et qu'on voit qu'il y a une régression, il y a un rollback automatique de la prod à un état qui était l'état d'avant, le dernier état connu de stabilité.
Et c'est le principal. Et il y a aussi le mode où tout le monde pousse dans main sans forcément faire de vérification, et qu'à un moment donné, on va se dire, on va faire une stabilisation pour sortir un produit. C'est aussi possible de le fonctionner comme ça. Le produit étant de faire un tag. Alors j'ai plein de questions. Là, tu associes CI/CD, donc intégration continue, déploiement continu au trunk base. Les deux sont pas nécessairement fonctionnent pas de pair nécessairement. On peut faire du trunk based sans avoir du déploiement automatique. Alors on peut tout à fait faire du trunk based sans faire de déploiement automatique. On peut faire du trunk-based sans avoir d'intégration continue, mais là, moi, je qualifierais ça plutôt d'anti-pattern, au sens où on n'a aucune garantie que ce qu'on pousse est correct. Et c'est, pour moi, c'est un mésusage du trunk-based de ne pas pouvoir avoir la validation, ou qui peut être un élément qui se voit aussi, ne se contenter du fait que les développeurs sont censés avoir lancé les tests en local avant de pousser. Parce que c'est aussi des choses qui se voient en termes de pattern de gestion d'équipe en trunk-based. On peut difficilement faire confiance à un développeur pour que toute la journée, il passe 100% des tests, même si les tests sont très rapides. C'est humain d'oublier des choses, donc faire du trunk-based sans intégration continue, enfin sans CI, pour moi c'est extrêmement risqué. Il va y avoir des erreurs à un moment donné, c'est normal. Il faut que l'organisation mette en place les systèmes qui détectent ce genre d'erreurs, et les tests d'intégration font partie de ces systèmes. Je vois bien le trunk base dans un cas de SaaS. Est-ce que le trunk base peut être utilisé aussi pour des produits qui sont livrés avec des versions sur un App Store par exemple? Ça ne pose aucun problème, parce qu'en fait la version, la version c'est un tag quelque part. Quelquefois. Après, on en revient à la question du modèle économique, mais on peut aussi très bien avoir des branches de maintenance, ça existe, et c'est tout à fait possible dans le cadre d'un trunk-based, où quelque part, on va se dire que le commit de référence, c'est celui qui est fait sur la branche main, et après, en fonction des critères qui sont choisis, on peut prendre ce commit et le backport sur des branches de maintenance. Ça, c'est. Donc là, on revient à mon analogie de je dois corriger quelque chose dans le passé, une release passée, mais pas nécessairement mettre ce patch directement dans mon trunk, dans ma branche principale, et donc je crée un monde parallèle au sens où je l'avais expliqué avant. Donc trunk base, ça veut pas dire absence de branche. Ça veut pas dire absence de branche, ça veut dire que on utilise les branches que là où elles ont de la valeur, ou là où elles sont indispensables et où il n'y a pas de solution alternative. Un truc que je vois chez... Pardon. Solution alternative à la branche la plus classique, c'est le feature branching, ou le feature flipping, ou le feature flag, c'est la même chose, où en fait le concept c'est branch as code, c'est-à-dire qu'au lieu de créer une branche dans son gestionnaire de version, on crée une branche dans son code. Et une branche dans un code, ça s'appelle un if. Globalement, tout le monde sait faire ça. Et c'est assez facile à tester, c'est assez facile à intégrer dans un cycle de développement classique. Donc, il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser un autre outil que un if pour gérer une condition dans un code. Bon, là, je suis un peu extrémiste, mais c'est pour donner l'idée. Je travaille assez proche avec des équipes services AWS, et notamment Amplify, qui ont un trunk based effectivement, mais je vois les développeurs qui ont accès au repo. Moi, j'ai pas accès au repo, mais je vois les développeurs qui ont accès au repo qui développent quand même sur une branche à eux le temps qu'ils développent leur feature. Et puis après un code review, il y a quelqu'un qui merge, enfin ça peut être le même développeur ou quelqu'un d'autre dans l'équipe qui merge cette branche avec la branche principale. C'est toujours du trunk base, ou on commence à être dans des variantes plus exotiques? À partir du moment où tu me dis que la feature elle est développée dans une branche en local, pour moi c'est pas du trunk based. Essentiellement le trunk based, c'est vraiment je fais évoluer les éléments par le plus petit incrément possible et je les mets tous en même temps, les uns après les autres par petites touches sur main. À partir du moment où on considère qu'on attend que quelque chose soit prêt quelque part, que la branche elle soit en local, qu'elle soit dans un fork, dans le même dépôt, on fait plus vraiment du trunk based et on fait plus vraiment de l'intégration continue.
C'est pour ça que tout à l'heure, quand Olivier disait on fait de la feature branch et idéalement la feature branch elle dure une journée maximum. En fait, le problème c'est qu'on appelle ça feature branch. Et dans la tête d'un développeur, quand on va lui dire feature branch, il va se dire faut que ma feature elle soit terminée pour qu'elle soit intégrable. Et en fait, non, pas du tout. Vraiment, conceptuellement, le plus important à avoir en tête, c'est de se dire que je vais contribuer le plus petit incrément possible vers ce que je dois réaliser, vers ma feature. Ça peut être un refacto avant de pouvoir intégrer un nouveau truc, ça peut être l'ajout d'un bouton, ça peut être des choses non visibles aussi pour préparer quelque chose de visible exactement, plus tard. De la transformation, une amélioration, un bug fixe, que sais-je. Mais essentiellement, ça doit prendre une demi-journée maximum, la taille de ce qui est intégré dans le main. Mais si mon refactoring peut casser des choses des autres, je ne dois pas empêcher les autres de travailler? Ou je dois trouver trouver une manière de faire mon refactoring en petites unités? Exactement. C'est plus. En fait, les problèmes, c'est à chaque fois, c'est faire plus petit. Des baby steps, à chaque fois, faut chercher le plus petit possible. Qui ne casse rien. C'est les tests qui vont t'assurer de ça, mais effectivement le qui ne casse rien, il y a un fantasme du fait que la feature branch garantit le fait qu'on va rien casser. C'est pas plus juste qu'on casse plus de choses en trunk base qu'on casse en feature branch, parce que c'est même pire. Plus on va avoir de code qui va être modifié, puisque c'est un peu le travers de la feature branch, plus le risque que ça casse est important. Plus le risque que on va intégrer tout en même temps, ou en tout cas que les différents éléments qui sont censés être développés en indépendance et qui sont censés être indépendants, mais qui en fait ne le sont pas pour X ou Y raison, parce qu'on utilise des composants communs, parce qu'on a du couplage temporel qu'on n'a pas vu entre deux développements, parce qu'il y a des side effects quand les éléments sont mis ensemble. Ça arrive plus tard dans le cycle de développement. Et plus c'est tard, on sait très bien que plus la découverte d'un bug se trouve tard, le pire étant en production, plus ça coûte cher. Donc le trunk-based cherche à réduire ça, parce que plus on va intégrer tôt les éléments les uns avec les autres, plus on va se donner la possibilité d'identifier ces bugs et de les corriger. Donc si je dois faire un résumé, Trunkbase, tous les développeurs committent sur la ligne principale qu'on appelle le man en général maintenant. On minimise l'usage des branches et chaque commit est vraiment minimal de manière à pouvoir détecter des erreurs le plus rapidement possible et revenir en arrière le plus rapidement possible. J'ai loupé tu veux rajouter quelque chose? C'est ça, je voulais rajouter quelque chose. Moi j'ai une vue où en fait le Trunkbase, tu vois, il y a plusieurs façons de gérer cette complexité qui est finalement de pouvoir intégrer des changements qui ne vont pas casser le produit. Donc il y a peut-être une vue un peu pessimiste qui est de dire que de toute façon ça va casser, donc on va essayer d'isoler donc avec les branches et les mettre de côté jusqu'à temps qu'on arrive à le faire fonctionner. Puis une vue peut-être un peu plus optimiste où on dit qu'on est optimiste par défaut, on va fusionner au fur et à mesure, on va tout écrire, on va aller dans main. Par contre, on se réserve le droit avec des mécaniques supplémentaires de faire un retour arrière et puis de ne pas casser au final. Mais on a une vue plus optimiste. Et c'est vrai que les feature branch ou ces branches-là créent énormément de latence. Ces revues de code que l'on fait systématiquement de façon asynchrone, parce que Manuel en a parlé, on peut faire des revues de code en faisant du pair programming ou du mob programming, où on s'assied à 2 ou à 5, une équipe entière derrière un écran, et on fait le code ensemble, et on pousse ça dans main. Et ben ça, c'est souvent très efficace. Faut pas croire que parce qu'il y a 5 personnes derrière le clavier, en fait, ça peut être extrêmement efficace. Mais bon, globalement, c'est une façon de gérer cette complexité-là, et plutôt que une façon de le gérer, c'est dans Git, c'est ce qu'on voit avec Feature Branch ou Gitflow. Il y a aussi d'autres façons de la gérer avec du pair programming et aussi des feature flags et des mécaniques qui permettent de décorréler au final ce qu'on code avec ce qui est activé comme fonctionnalité. C'est-à-dire que le fait de coder, de déployer, ne veut pas dire que c'est activé en production.
Et il y a, d'ailleurs, je me permets de complémenter la chose, c'est avec ma casquette de PO, c'est aussi extrêmement agréable en tant que product owner d'avoir une équipe qui fonctionne en trunk-based development, parce que la feature, elle est pas là ou pas là. Elle est là à un pourcentage de réalisation. Et en tant que PO, c'est ultra confort que de voir les choses qui évoluent au fur et à mesure, voire de pouvoir être en lien avec son client et de dire ok, bon, on avait promis à telle release d'avoir la feature pour X ou Y raison, on n'a pas pu la terminer, mais en fait c'est pas vous avez rien du tout, c'est vous avez 90% de la feature. Et si le PO s'est pas trop mal débrouillé et que l'équipe a pu réaliser les choses dans le bon ordre, généralement les 90% qui sont livrés, c'est les 90% les plus importants, et donc en fait le client il est super content. Au lieu de venir en disant ah ben faudra attendre la prochaine release, il faudra attendre la prochaine release pour que ce soit complètement terminé. Et ça c'est un confort qui est juste incroyable. Ça veut dire que du trunk-based, ça va souvent de pair avec du feature flag, parce que parfois on ne veut pas montrer la feature à un client, on ne veut pas montrer le bouton tant que ce qu'il y a derrière le bouton ne fonctionne pas. Est-ce que ça va vraiment de pair ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le concept de branche, il est nécessaire. La question c'est comment on le réifie. On peut le réifier sous forme de branche dans Git, on peut très bien le réifier sous forme de branche dans le code, alors on parle de feature flipping ou de feature flag. Il y a aussi un concept qui est très puissant pour gérer ce genre de choses, c'est la notion de plugin. Nous on utilise les deux, c'est-à-dire que à la fois on a un concept de plugin et à la fois un concept de feature flag. On utilise en fonction de ce qu'on a à faire. Le plugin permet de développer quelque chose d'assez gros complètement en indépendance et en disant les clients ne seront pas forcément affectés par ce qu'on est en train de développer parce qu'ils n'ont pas activé le plugin, voire on ne leur livre pas, c'est présent que dans les sources, voire on ne le livre qu'à certains clients qui sont des early adopters qui vont nous faire les retours, et ça permet de faire les choses de façon beaucoup plus progressive, et c'est super confortable. Après, quand on touche à des fonctionnalités qui sont ancrées et core, ou déjà présentes, qui sont utilisées, je sais pas moi, on a besoin de faire une modification sur un écran de login parce que on doit intégrer un flow d'OpenID Connect par exemple. Bon, alors après ça peut se faire aussi par un mécanisme de plugin, mais on peut très bien dire tant que la configuration de la plateforme ne dit pas que oui on est dans un mode bêta OpenID Connect, bon, on a l'interface à l'ancienne, et puis sinon, voilà, on sert la nouvelle interface et ça fonctionne extrêmement bien. Est-ce que le trunk-based doit être le flow par défaut d'un nouveau projet Git ? Une autre manière de poser la même question, c'est quels sont les cas où ça ne marche pas bien, où il faut autre chose ? Ou est-ce que c'est la panacée universelle ? Alors, il n'y a pas de panacée. Par contre, on commence à avoir des indicateurs sur le fait qu'il y a des choses qui sont plus efficaces que d'autres. Je vais parler d'un livre qui est cher au cœur d'Olivier, c'est Accelerate. Dans Accelerate, le trunk-based development a été identifié comme une des pratiques qui permettent d'avoir une équipe efficiente. Donc la réponse à ta question, c'est quand on démarre un nouveau projet, est-ce qu'il faut faire du trunk-based ? C'est pas forcément obligatoire. Par contre, il faut quand même se dire que c'est un élément d'efficience qui a été mesuré de façon assez précise et de façon plutôt scientifique. La grande difficulté, c'est de comment faire le trunk-based, parce qu'en fait, les équipes sont très habituées à gérer des branches. C'est pas forcément naturel. Enfin, ça demande quand même une réflexion qui est pas évidente, qui demande d'architecturer du code différemment, qui demande de savoir découper la contribution de son code de façon complètement différente, parce que quand on passe d'un mode feature branch où en fait globalement on peut pousser ce qu'on veut dans sa branche parce qu'on s'en fout, et des commits à la pisse avec du YOLO, du typo et du pas de message de commit, ça c'est juste impossible dans un mode dans un mode trunk based. Donc ça demande un petit peu de fonctionnement, ça demande beaucoup de culture d'équipe.
Et parfois, ça peut demander aussi de l'outillage spécifique. Typiquement, nous, on a fait le choix d'utiliser un outil spécifique pour nous aider là-dessus, qui s'appelle Gerrit, qui permet de faire du trunk-based avec une mini-intégration, où en fait, on intègre toujours commit par commit, mais on peut faire de la revue de code au milieu, on peut s'assurer que les commits sont validés par l'intégration continue avant d'être intégrés dans main. Donc ça nous outille le flow d'intégration continue et de trunk-based. Si vous voulez avoir les références dont on parle, la référence du bouquin accéléré, vous scrollez dans votre application de podcast ou sur le site web et vous avez toutes les références et les liens là. Alors, une grosse société qui a décidé de faire du trunk-based, c'est Amazon. Et c'est comme ça que l'idée de ce podcast est arrivée d'ailleurs, parce qu'on a publié un article récemment de blog qui explique la stratégie de Git, non pas d'AWS ou d'un service AWS, mais c'est vraiment une stratégie top-down pour Amazon. Pourquoi, comment, les bénéfices, enfin... Voilà, donc alors c'est pas un blog post, c'est quelque chose, on a une collection qui s'appelle la Builders Library, où en fait on explique, c'est l'ingénierie d'Amazon qui explique comment on fonctionne, c'est un peu le lever de rideau sur ce qu'il y a derrière. Donc il y a plein d'articles intéressants sur la CI, la CD, et sur celui-là où cet article-là est appelé la CI/CD et mon release captain. C'est Claire Ligori qui avait fait cet article. Si exactement, Claire Ligori ces articles sont vraiment hyper détaillés, hyper intéressants. C'est pas un marketing, hein. C'est pour les textes, pour les builders, allez faire un tour. En fait, ce sont des articles qui sont écrits par des seniors principales. Donc chez Amazon, c'est un grade super élevé. Ce sont vraiment des demi-dieux de l'engineering. C'est les gens qui ont conçu les systèmes d'Amazon. Et quel que soit l'article dans cette librairie, en général, c'est extrêmement intéressant, bien foutu et effectivement pas du tout marketing, hein. C'est des gens techniques qui parlent aux gens techniques. Je reviens sur ma question. Est-ce qu'il y a des cas où il ne faut pas le faire ? Je pense qu'il faut quand même une équipe assez mature. Je pense qu'il faut comprendre pourquoi on n'irait pas. Vu que c'est finalement assez peu documenté, enfin c'est très bien documenté. Donc Martin Fowler, on n'a pas mentionné, mais c'est un peu quand même celui qui a expliqué le concept et qui est aujourd'hui, je pense, un des plus gros avocats, même si Manuel est un orateur qu'on voit beaucoup dans les conférences et qui parle du trunk-based. Pas du tout. Alors, pour le coup, effectivement, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'essaye de populariser, mais j'ai absolument pas la prétention d'être un orteil de Martin Fowler en termes d'impact. Par contre, il y a un site web qui s'appelle Trunk-Based Development, où sont documentés les différents cas de trunk-based, les différentes approches, les différentes stratégies, les outils, etc., qui est plutôt bien foutu. Là où je te rejoins, Olivier, c'est que comme toute pratique d'engineering, ça demande d'avoir soit une équipe mature pour le faire, mais le problème des équipes matures, c'est qu'elles sont plus difficiles à changer. Soit il faut avoir un champion qui va se documenter, qui va vouloir pousser, qui va faire du coaching et qui va faire grandir l'équipe. Comme pour du TDD, comme pour du DDD, comme pour toutes les pratiques d'engineering, au final, il faut du coaching interne, il faut de support hiérarchique, au sens où ça peut pas se faire contre le mode de fonctionnement de l'entreprise. Ça demande à être prêt à changer les pratiques. Voilà. C'est intéressant de voir qu'un outil qui est arrivé il y a quoi, 15-20 ans, Git à peu près, quelque chose comme ça. Mais tu l'as très bien dit, Emmanuel, au début c'était un outil, puis il a fallu apprendre comment l'utiliser. Et voilà, c'est la pratique qui se décante maintenant, qui a l'air, et c'est ce qu'il montre dans le bouquin, on peut mesurer la productivité. Enfin, ils ont toute une série de matrices, c'est très très bien expliqué dans l'introduction du bouquin. On peut mesurer la productivité, l'efficacité, j'aime pas dire productivité, parce que il y a des tas de critères et ils arrivent à montrer que les organisations les plus efficaces utilisent des méthodes Lean, utilisent du CI/CD, utilisent du trunk-based, etc. Allez lire ce bouquin, je ne l'ai pas fini, mais je suis en cours de lecture. On est en début des années 2020, on enregistre en 2023, mais on sera probablement publié en 2024, c'est pour ça que j'essaie de ne pas donner de date. Mais on est début des années 2020, c'est quoi les grandes prochaines étapes du source code control ?
C'est difficile à faire de la prospection. À mon sens, le Git a encore de très beaux jours devant lui. Ce qui pourrait changer, je pense que c'est la nature de ce qui a à être manipulé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on manipule principalement, que ce soit quand on est dans une démarche DevOps, quand on fait du software engineering, etc., on manipule toujours à peu près la même chose, des petits fichiers, texte, et on se les échange. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un niveau où on a un outil qui est extrêmement efficace pour ce use case, et il y a peu de raisons que cet outil soit supplanté pour répondre à ce même use case. Ce qui pourrait changer, c'est la nature de ce que l'on a versionné, qui pourrait avoir un impact et qui pourrait notamment faire évoluer les outils. Des modèles d'IA. Par exemple, des modèles d'IA, des trucs qui sont titanesques, ça pourrait avoir un impact sur la façon dont on doit le versionner, parce que globalement, la grosse tendance, ce qui a beaucoup changé, dont on n'a absolument pas parlé, c'est que par rapport aux années 90, on versionne beaucoup plus de choses. Alors, tu en as un petit peu parlé sur la configuration, etc. Mais c'est le fameux mouvement as-code. Tout doit être vu as-code. Et quand on dit as-code, en fait, c'est surtout qu'on dit derrière que ça va être versionné, ça va être repris, ça va être partagé, etc. Et au fur et à mesure où ça grappille un peu plus loin de nos bases œuvres software, on va rencontrer des use cases qui seront probablement différents. Donc il y a une partie des gens qui vont être convertis à notre façon de faire, mais il y aura aussi probablement des murs sur lesquels on devra s'adapter pour d'autres façons de faire. Et là, ça pourrait signer un changement d'outil. C'est un truc intéressant à regarder. Tu l'as mentionné, les modèles d'IA, donc avec Hugging Face, qui presque un GitHub pour des modèles d'IA, et on voit qu'il y a des partages et que les modèles évoluent et on utilise les modèles d'un autre pour en faire un nouveau et on les combine. Je pense que c'est un mouvement intéressant. Donc c'est plutôt l'évolution des use cases qui va faire émerger un autre outil que changer la manière dont on traite les fichiers sources aujourd'hui, parce que finalement Git répond très correctement aux besoins qu'on a aujourd'hui sur ces fichiers-là. Conversation super intéressante, à la fois sur l'histoire des systèmes de contrôle de code source, comment les utiliser, puis surtout les stratégies autour. Et on a dû parler des 5 stratégies de branching. Je ne vais pas me tenter de les résumer ici, pas 5 stratégies de branching, mais 5 stratégies d'utilisation de Git, dont le branching est une de ces stratégies. Et puis on a parlé du trunk-based development. Si vous voulez en savoir plus, regardez dans les notes du podcast, il y a les liens vers toutes les ressources, les livres, les articles dont on a parlé. Merci Olivier, Senior Solution Architect, spécialiste DevOps, Manuel Vasselet, CTO et co-créateur de Tulip, un outil de collaboration. Tu me reprends Manuel, un outil de collaboration pour les entreprises. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de ce podcast AWS en français. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode, et d'ici là, quoi que vous codiez avec Git, codez-le bien.